Bonjour tout le monde, bonjour les amis, salut la Terre, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai une belle surprise pour vous. Un ami précieux, un collaborateur du nom de Ben Perry. Un homme que j'ai découvert à travers d'un documentaire de Arte, un documentaire debunking le 11 septembre et tout ce qui se véhiculait au sujet des complots et des anomalies et de toutes les si vous voulez, l'imposture de ce que les médias nous remplissaient le cerveau. Alors, tout ça pour vous dire que c'est un honneur, c'est aussi une joie de l'accueillir parce que les Québécois ne connaissent pas très bien Ben Perry, alors que Ben Perry est beaucoup plus connu en Europe et un peu à travers le monde francophone. Il a écrit plusieurs livres, il a été ingénieur. Ah, j'aimerais beaucoup mieux. Je préférerais que ce soit lui qui vous le dise. Alors, sans plus tarder, bonjour Ben, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci. Bonsoir à tous. Et j'espère qu'il y a ce soir beaucoup de francs-maçons et de soldats imbéciles de la mondialisation qui sont à l'écoute. Ils vont apprendre beaucoup de choses. Et voilà, c'est pourquoi j'aime tellement ce personnage, parce qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense et surtout ce qu'il sait d'important. Il ne cache rien. Alors, Ben, j'aimerais que tu nous parles de toi un petit peu pour que les amis qui t'entendent et qui te connaissent pour la première fois sachent que tu es quand même un vétéran et que tu possèdes un bagage immense. Allez, vas-y. Oui. C'est facile. J'ai travaillé 30 ans comme ingénieur informaticien au service des banques. Je me suis spécialisé dans les cartes de crédit et la biométrie. Et bien sûr, je touchais des mondes que je voyais de l'intérieur, mais que je n'imaginais pas de l'extérieur. Quand j'ai terminé ma carrière professionnelle, je me suis senti obligé de parler de certaines choses relativement effrayantes dont j'avais été le témoin dans mes missions. Et je me suis donné pour mission d'éclairer le monde, d'éclairer tout le monde sur les aspects relativement abjects de certains développements de systèmes informatiques, en particulier aux États-Unis, dans le domaine des bases de données et de la manipulation des populations. J'ai donc décidé d'écrire un premier roman qui s'intitulait, puisqu'il est paru en 2003, L'empreinte du diable. Ce premier roman a été très très bien reçu par le public. Malheureusement, il intervenait quelques mois après l'arrivée du 11 septembre et tout à fait par hasard, j'étais ce jour-là branché sur CNN et j'ai décortiqué en tant qu'analyste professionnel tout ce qu'on a pu nous faire avaler ce jour-là comme information, en particulier sur CNN, mais aussi sur d'autres télévisions. À la fin de la journée, je dois vous dire qu'en bon analyste, j'étais complètement persuadé qu'il s'agissait d'un montage qu'on appelle une opération psychologique aux États-Unis et qui n'était pas du tout une attaque terroriste par un groupe terroriste islamiste. Déjà, oui, c'était assez évident. Au bout d'une heure, on avait déjà nommé Ben Laden. Et puis celui qui l'a nommé était évidemment, faisait partie de, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler les racals. Donc, 3 heures plus tard, on avait les CV de 19 terroristes qui, soi-disant, étaient à bord des avions et qui avaient détourné les 4 avions. C'était vraiment la récitation d'un communiqué de presse diffusé à tous les médias depuis fort longtemps. Ah, les anomalies qui entourent le 11 septembre sont innombrables. C'est-à-dire, je crois que ça dépasse les 500. Il y a tellement de questions qui n'ont jamais été répondues, sauf par des enquêtes privées ou des observations tellement flagrantes que, je veux dire, n'importe quel ingénieur sur Terre pouvait dire, bah, c'est une démolition contrôlée. Mais revenons au 11 septembre. Je suis un peu curieux de savoir comment Arte t'a contacté par rapport à cette entrevue-là. Je veux dire, tu avais déjà écrit ton livre, et puis eux voulaient débunker justement parce que probablement que tu dérangeais déjà à ce moment-là, donc on
on s'est servi de toi pour un peu de la même façon qu'on s'est servi de moi dans les médias ici au Québec. Oui, je vais te dire. Premièrement, j'ai sorti mon livre en juin 2003. J'ai adressé 350 livres en service de presse à 350 journalistes français. J'ai d'abord cherché auprès des éditeurs français un éditeur qui aurait été capable ou qui aurait eu le courage de le publier. Je n'ai eu aucune réponse positive sur les 35 principaux éditeurs français. Tout ça parce qu'à la fin du roman, c'est un roman que j'ai bâti, mais c'est ce qu'on appelle un roman vérité et qui n'est basé que sur des faits réels et incontestables. À la fin de ce roman, je donnais les premières indications de cette opération psychologique sur le 11 septembre et sur la façon très curieuse dont les Américains ont pénétré à Bagdad en laissant comme seul ministère debout le ministère du pétrole et comme seule salle intacte celle des cartes qui montraient les emplacements des réserves de pétrole. Ces seuls faits ont fait que mon livre a été entièrement boycotté par les éditeurs français. Personne n'a accepté de mettre ce livre sur la base de données Electre, qui est la seule base de données à l'époque que consultent les libraires pour pouvoir se procurer le livre et servir leurs clients qui en entendent parler. Oui. Et la seule chance que j'ai eue, c'est que un seul journaliste à l'époque a accepté de me recevoir dans une émission de radio sur Europe 2. Il s'agit de l'animateur qui est passé ensuite à l'Amusement des Foules, qui s'appelle Coé. Mais à l'époque, il avait une émission fabuleuse avec une dizaine de pitres dans le studio qui étaient chargés de me harceler et de me sortir les vers du nez. On a eu un moment fantastique parce que il avait un système qui permettait de lire les SMS que lui envoyait le public. Et là, ça a été un bouleversement fantastique dans le studio. Les gens étaient complètement déchaînés. On disait enfin on nous dit la vérité, enfin quelqu'un nous dit ce qui s'est vraiment passé au 11 septembre, etc., etc. Ça a été le seul passage positif que j'ai eu dans la presse. Mais dans la semaine qui a suivi, ça m'a permis quand même de vendre 5000 livres. Wow. Voilà. Coé était tellement content qu'il me dit « Toi, tu passes dans ma première émission de télé que j'enregistre la semaine prochaine. » Je me suis rendu au studio d'enregistrement et là, je suis tombé sur les producteurs de l'émission, Pascal et Fontaine, qui, très embarrassés, me disent « Oui, on va vous prendre, mais pas tout de suite, on vous prendra dans une émission un peu plus tard, etc. » Alors, comme je suis quelqu'un d'un peu, comment dirais-je, qui n'aime pas les réponses floues, j'ai fait le siège du bureau de Fontaine et il a fini par me lâcher que le directeur des programmes de TF1 avait boycotté mon passage à l'antenne. Voilà, alors c'est dommage parce que là j'aurais déjà pu devenir vraiment célèbre. Tout ça intervenait un an après la fameuse émission de Thierry Messant, qui lui avait vendu 130 000 bouquins dans la semaine qui avait suivi l'émission de télévision. Alors je me voyais déjà à l'époque, mais bon, ça n'a pas marché. Mais quand j'ai vu que les gens mettaient en doute les faits que je présentais à la fin du livre, j'ai décidé de creuser et de tirer les ficelles de ce que j'appelle maintenant les coulisses du nouvel ordre mondial. Et j'ai débouché 2 ans plus tard sur le business de la guerre. J'ai pondu un livre destiné au marché américain qui s'appelait Stop the War Biz et j'avais prévu une grande campagne de communication aux États-Unis. Malheureusement, ma banque française m'a tiré la trappe sous les pieds, mettant ma carte en opposition et je me suis retrouvé à Los Angeles avec $200 en poche et aucune possibilité de commencer la campagne de communication que j'avais prévue. Donc je suis rentré en France et j'ai continué à tirer les ficelles et j'ai écrit un certain nombre de livres, maintenant il y en a une dizaine, qui racontent tout ce qu'il ne faut pas dire sur ce qui se passe sur Terre. En passant, on peut donner immédiatement l'adresse Internet de ton site, c'est benperry.eu, je crois. C'est ça, benperry.eu. Et voilà, aussi simple. Uni. Et voilà. Donc, je te laisse poursuivre.
Ben, je ne sais pas par où tu veux que je commence. Oui, Moi, d'accord. j'aimerais bien faire ma propre démonstration du 11 septembre, mais ça risque d'être un peu long. Ouais, mais disons que je peux te dire que nos auditeurs et auditrices sont très, très, très bien renseignés en tout ce qui concerne cette histoire du 11 septembre. Donc, je crois que ton expertise aujourd'hui serait précieuse au niveau des banques et des grands manipulateurs, de la crise qui se passe et tout ça. Cependant, j'aimerais que tu nous donnes peut-être quelques indices sur le debunking de cette fameuse émission de Arte et comment ils s'y sont pris, si tu veux bien Ah oui, bon, Arte, expliquer. j'étais de passage à Paris et une équipe de ce cher monsieur Daniel Lecomte, le grand manipulateur en chef, Mm. est venu à mon hôtel. Ils ont passé la journée entière à filmer toutes les preuves que je fournissais sur les véritables organisateurs du 11 septembre. Ils m'ont demandé de filmer des scènes un peu douteuses. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai compris quand j'ai vu l'émission plus tard. Mm. Et surtout, j'étais le grand naïf à l'époque et je n'imaginais pas que ces gens-là allaient faire une émission de dénigrement, de pur dénigrement de Ben Perry, si vous voyez. D'ailleurs, les vidéos sont sur mon site, hein, vous pouvez y aller très facilement, juste en dessous d'une petite vidéo qui s'appelle They Fuck the World. Mm. Vous trouverez les deux vidéos en question d'Arte et vous trouverez aussi deux autres vidéos qui expliquent de façon très précise et très technique que les émissions d'Arte ne sont que des émissions de pure propagande qui servent les néoconservateurs américains. D'ailleurs, certains des témoins qui passent dans l'émission d'Arte ne sont que des néoconservateurs américains ou des Français qui n'y connaissent rien et qui se prétendent néoconservateurs américains. Mm. Bon, ces quatre vidéos, puisqu'il y a quatre vidéos, elles sont fantastiquement intéressantes et elles sont sur le site benperry.eu. Bon, alors c'est un contact à aller chercher. Les gens vont sûrement cliquer sur benperry.eu en ce moment et ils sont en train de voir les livres, la dizaine de livres. Maintenant, parlons de livres que tu as écrits, et j'apprécie beaucoup l'envoi de tes livres que tu m'as. J'ai d'ailleurs scrutiné quelques centaines de pages. Il y en a un que j'ai bien aimé, que j'aime bien, je les aime tous. Je vous en parlerai tout au cours de l'émission un petit peu, parce que c'est quand même assez spécial. Donc, le cancer mondial. C'est un roman réalité qui reprend, si vous voulez, toutes les actualités et l'histoire, tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, concernant, si vous voulez, la mise en place d'un gouvernement mondial. Mais il y a un héros et puis il y a plein de gens là-dedans. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton livre, parce que c'est la première phrase que tu nous as dit, c'est chers francs-maçons et autres soldats imbéciles. C'est la première chose en haut qu'on lit dans le sommaire du livre de Ben Perry, Banque, le cancer mondial. Collection. Oui, je dois dire que ce qui m'a vraiment frappé depuis que je m'intéresse à la politique internationale, c'est le niveau de désinformation de la population mondiale et le niveau de manipulation de la presse en général et des balivernes qu'on peut balancer au public, qui sont balancées généralement par de grands experts, qui nous expliquent que vraiment les bons, c'est le bloc européano-américain et que les mauvais, c'est tous les autres. Ça, c'est ce qui m'a le plus choqué. C'est ce décalage entre la réalité et ce qu'on essaye de nous faire croire. Oui. De toute façon, les intérêts sont grands, les spéculations, la corruption, tout ça, ça a pris une ampleur telle que il n'y a pas aucun pays qui n'est pas impliqué dans cette corruption mondiale faite par l'oligarchie, si vous voulez. Et évidemment, dans l'oligarchie, on a des gens très riches, mais on a aussi des gens très puissants qui sont des militaires. Et puis, donc, il y a l'industrie militaire, il y a l'industrie de tout ce qui est la consommation. Et puis, il y a aussi, évidemment, la finance et tous les projets noirs, etc.
tout ça doit être, si vous voulez, sous un contrôle total. Et ce contrôle total-là, on l'appelle en général le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, tu en fais mention plusieurs fois. Le nouvel ordre mondial, ce n'est pas une théorie du complot ou de la conspiration, c'est un fait réel qui a été énoncé par tous les premiers ministres de tous les pays, incluant les 2 derniers papes. On nous demande d'adhérer au nouvel ordre mondial, de se laisser aller, de ne pas penser, de n'avoir aucun jugement, et puis de faire confiance à ces gens-là. Et là, vous voyez le marasme et l'instabilité sociale qui grimpe, le taux de violence, de famine, de pauvreté qui grimpe. Ce ne sont pas des accidents. Toute l'histoire est orchestrée. D'ailleurs, tu t'intéresses beaucoup à l'histoire. Tu t'es intéressé beaucoup à l'histoire. Tu as commencé tu as découvert les fameux protocoles des maîtres du monde. Et puis, ça, c'est un autre livre que Ben Perry a traduit, celui-ci. Tu l'as traduit de l'anglais, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. C'est un livre qui est pratiquement interdit dans certains pays. Quand on le lit, on comprend facilement pourquoi. Hein. C'est un livre qui a été écrit il y a plus de 100 ans et qui raconte en détail tous les maux dont la Terre est frappée depuis, y compris en ce moment, et même qui prévoit ce qui va nous arriver très prochainement. Oui. Dans l'introduction, tu parles, l'auteur présumé de la version de 1786 était Amschel Meyer Rothschild et celui de la version de 1897, écrite en anglais, serait celle de Lionel de Rothschild, un biologiste et politicien de la branche anglaise des Rothschild. Un grand Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est un de tes compatriotes canadiens qui l'a découvert le premier. Et quand on suit son raisonnement, je suis entièrement d'accord avec lui. De quel compatriote? Est-ce que tu connais son nom? Tu te rappelles de son nom? Il est dans mon bouquin. Alors, okay. Attends, si je cherche un petit peu, je vais le trouver. Il s'agit de Henry Makow. D'accord. Oui. M-A-K-O-W. Oui, Makow. C'est un site assez controversé. C'est une mise à jour plusieurs informations des plus troublantes qui malheureusement n'ont jamais atteint ni les médias, ni les enquêtes, ni quoi que ce soit, excepté ceux qui consultent son site, évidemment. Il y a des les protocoles eux-mêmes sont très controversés parce que il est évident qu'au départ, on a essayé de faire croire que c'était un faux organisé par les services secrets du tsar Nicolas II. Simplement, ce qu'on oublie, c'est qu'ils ont été écrits une quinzaine d'années avant que les services du tsar éventuellement puissent écrire ce document. Ce qui montre bien que ce n'est pas le cas, c'est que si le tsar avait été tenu au courant d'un tel complot contre les royaumes d'Europe, il aurait certainement fait quelque chose contre ceux qui organisaient la révolution russe. Oui. Voilà. D'ailleurs, tu mentionnes dans ton introduction que ce livre est la version française d'un texte anglais, Protocols of the Learned Elders of Zion, qui avait initialement pour titre Le Testament de Satan, présenté au premier congrès sioniste mondial en 1897 par Theodor Herzl. Je le prononce très mal, mais merci. C'est du yiddish ou de l'allemand, comme tu veux. Oui. Herzl, c'est l'homme de cœur, si tu veux. Mais souvenez-vous, en le lisant, que les satanistes réécrivent l'histoire à leur guise pour cacher le monde. Oui, bien sûr. Ouais. Mais justement, alors ils ont ensuite essayé de faire croire que c'était un document qui avait été écrit pour nuire aux Juifs. Mais en fait, c'est un document, ils n'ont pas tort, mais c'est un document qui n'a pas été écrit par des Juifs. C'est un document qui a été écrit par un Ashkénaze. Et il ne faut pas confondre les Ashkénazes et les Juifs, parce que les Juifs ont une éthique de vie, ils ont une religion, ils ont une façon de se comporter dans la vie qui sont à l'opposé de ce que sont les comportements et les philosophies des Ashkénazes. Il y a tout un chapitre dans ce bouquin sur la différence entre les Ashkénazes et les Juifs. C'est à mon avis très instructif. Ce sera très instructif pour beaucoup.
Oui, oui, c'est un très bon livre. Et aussi, ce que j'ai aimé dans ta traduction, c'est que tu l'as rendu populaire. C'est très facile à comprendre. Alors que lorsqu'on lit le livre des sages, c'est assez, si vous voulez, comment je pourrais dire, cartésien et même très, dans un langage qui n'est pas nécessairement clair. Il faut le relire et puis voilà, c'est comme presque un document de loi. Donc, tu en as fait une traduction vraiment bien. Alors, On sent que le document original est un texte d'intellectuel. C'est un texte aussi dans lequel l'auteur se fait plaisir et il a des phrases ronflantes, des phrases d'une dizaine de lignes parfois. Donc j'ai essayé de rendre le texte digestible. Oui, c'est très bien dit, digestible en effet. Parce que déjà c'est un livre qui est un peu troublant. Mais la façon que tu l'as écrit, c'est comme le livre de recettes, si tu veux, de n'importe quel dictateur mondial. Je veux dire, c'est un peu dans le style de Machiavel, le prince. C'est bien plus fort que Machiavel. Oui, c'est plus fort, mais c'est un livre de recettes de comment dominer le monde ou comment... Ah oui, 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 tout à fait. Mais ce que je trouve de triste là-dedans, c'est que justement, dans ces mêmes protocoles-là, on nous prépare pour le grand monarque, parce que c'est écrit même. Tu disais tout à l'heure, tu parlais d'histoire. Alors je voudrais donner un point d'histoire qui est sans doute le moment qui a été la bascule et la prise en main du monde par ce que je considère comme des salopards. Il n'y a pas d'autre terme que ça quand on étudie tout ce qu'ils ont fait. Ça a été d'ailleurs l'objet d'un autre livre que j'ai fait paraître très récemment, qui s'appelle Le Grand Procès des banques. Là-dedans, dans le Grand Procès des banques, vous trouverez toutes les saloperies que ces salopards ont pu organiser depuis 200 ans. Bon, bref, c'est une parenthèse. Je voulais seulement dire que l'une des pièces fondamentales du puzzle qui a donné naissance à tous ces événements extraordinaires qui perturbent le monde depuis 200 ans, eh bien, c'est le fondateur de la dynastie Rothschild qui l'a dit. Alors, je cite de tête, mais il a dit donnez-moi le pouvoir d'émettre la monnaie d'un pays et je ne craindrai pas celui qui fait ses lois. Eh bien, si vous réfléchissez bien et si vous voyez ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 56 pays dont les banques centrales ont été privées d'émettre la monnaie nationale au profit de la banque centrale des Rothschild, qui est The Bank for International Settlement, oui, c'est-à-dire la BIS, la Banque des règlements internationaux, qui est à Bâle, en Suisse. Cette banque joue le rôle de banque centrale et dirige complètement les 56 banques centrales des 56 pays qui ont abdiqué leur souveraineté monétaire et financière. Et quand vous comprenez ça, vous savez comment est partitionné le monde. Il y a ceux qui marchent dans la combine, ce sont ces 56 pays, et ce sont ceux qui nous racontent n'importe quoi sur n'importe quel événement, qui nous parlent toujours de la terreur dans le monde, qui est en fait organisée par la CIA elle-même, qui n'est pas du tout une terreur islamique. D'ailleurs, j'écoutais aujourd'hui à la radio quelqu'un qui a précisé que en Europe, l'année dernière, sur 100 attentats qu'il y a eu, des attentats importants, 3 seulement étaient dus. C'est en train de faire un autre 11 septembre à Oslo, en Norvège. D'ailleurs, les dossiers commencent à sortir et puis on pourra suivre ça sur Presse Libre Internationale. Et je ne veux pas qu'on se tire là-dedans, mais c'est la même chose quand tu parles du complot des banques. Évidemment, on a un grand témoin de ça. C'est la Grèce. Oui, bien sûr. Alors, avant de ça, je voudrais quand même préciser que pour l'auditeur moyen, je pense qu'il ne voit pas la différence fondamentale qu'il y a entre un pays qui émet sa propre monnaie et un pays qui est dépendant des banques internationales pour émettre sa monnaie. Eh bien, la différence est fondamentale. Le pays qui émet sa propre monnaie, il dispose de fonds illimités pour entreprendre tout ce qu'il souhaite entreprendre.
développer toute forme d'industrie, toute forme de projets sociaux, toute forme d'assistance à d'autres pays dans le monde. Alors que le pays qui est otage des banques, du cartel des banques, celui-là, il est toujours obligé de demander la permission pour pouvoir émettre les quelques milliards dont il a besoin pour faire quoi que ce soit. Et le plus comique, d'ailleurs, c'est de constater que, par exemple, quand les banques nous font croire qu'il y a des problèmes de stabilité, que peut-être elles vont faillir et que ça va causer un énorme problème au niveau mondial, je vous signale que les Sarkozy, Obama et compagnie ne disposent absolument pas des fonds pour venir à leur secours, mais sont obligés de les emprunter aux autres banques, à celles des Rothschild, Rockefeller et compagnie, pour pouvoir venir au secours des banques. On est en plein ubu et il faut vraiment que les gens voient ça. C'est pas possible de continuer à vivre comme ça. D'ailleurs, des gens comme le président Ford avait dit si les Américains savaient comment ils gouvernaient leur monnaie, ils descendraient dans la rue et ils nous lyncheraient. Absolument. De toute façon, on est en train justement de créer un chaos social terrible parce que je ne crois pas que les gens vont renflouer les banques une deuxième fois. Tout cet argent-là, les 156 milliards, je crois qu'on a redonné à la Grèce, c'est pour la BIS, c'est pour la BCE, la Banque centrale d'Europe, c'est pour payer les intérêts, les dettes, et ce qui fait que là, maintenant, la Grèce n'est plus rentable, donc son taux d'intérêt a grimpé, je crois que c'est dans les 20%, ça n'a aucun sens, jamais à 8%, on ne peut même pas repayer une dette. Je vais te dire, c'est encore pire que ça. Ils veulent privatiser tout. Le FMI, entre autres, qui prête à la Grèce et les autres, force la Grèce, contractuellement, à vendre son patrimoine pour pouvoir lui prêter de l'argent. Alors, à quoi ça rime? Ça revient à dire à quelqu'un, je vais te prêter beaucoup d'argent, mais je te retire ton salaire, comme ça tu rembourseras mieux. Ou, encore mieux, c'est comme, je te donne ton salaire, mais ta maison, ta voiture, tout ça va m'appartenir. Voilà, et tu iras travailler à pied peut-être et on te donnera la moitié de ton salaire. Ça fait longtemps qu'on veut privatiser, qu'on veut s'accaparer de plusieurs îles. Et vous savez que lorsque vous possédez une île, vous pouvez avoir des banques offshore, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous devenez le gouverneur de l'île. D'ailleurs, il y en a quelques-unes de ces îles qui existent. Il y en a une entre la France et l'Angleterre et puis tout ça. Donc, pour vous dire que on veut reposséder la Grèce pour 226 milliards. Donc, alors, quand on voit toutes les saloperies qui sont faites aux populations européennes, entre autres, mais du monde, c'est-à-dire diminution des salaires, augmentation du temps de travail, rallongement du départ à la retraite, diminution des retraites, etc. Coupure dans les sociaux. Et privatisation d'une partie de la partie productive en fait du pays, que ce soit les entreprises ou que ce soit le patrimoine, on s'aperçoit en fait qu'on est en train de lire les protocoles des sages de Sion. Voilà. Tout est décrit dedans. Tout, absolument. C'est pour ça qu'il est fondamental de lire ce livre. C'est très important. Et là, tout s'éclaire d'un seul coup et on comprend la monstrueuse manipulation dont on est victime. Alors, en contrepoint de ce que tu dis sur votre Premier ministre, je voudrais quand même rappeler que Albert Einstein, qui n'était pas le dernier des imbéciles, a dit quelque chose dans le style « Ne faites jamais rien contre votre conscience ». Surtout si c'est votre gouvernement qui le demande. C'est bien dit. Alors moi, je vous conseille de lire très sérieusement les protocoles. Lorsque le peuple a peur de son gouvernement, on appelle ça la dictature. Ah ben là, on est en plein dedans. Oui, ça c'est une dictature totalitaire qui se prépare. Déjà aujourd'hui, où on essaye de nous faire croire qu'on vit en démocratie, il y a de telles impositions. En Europe, par exemple, c'est la Commission européenne. Alors, je vous rappelle que la Commission européenne n'est pas du tout un élément démocratique de l'Europe. C'est un élément, c'est l'élément qui dirige tout en Europe, qui impose ses lois, qui impose les pénalités à des pays qui ne respectent pas ces lois, etc. Et que cette Commission européenne
eh bien, accessoirement, elle est composée presque majoritairement de gens qui ont été formés par le FBI. Oui, mais j'ai beaucoup de sympathie pour Nigel Farage qui s'efforce à tout vent de justement briser cette Union européenne et la remodeler, si tu veux, dans une coopération européenne. C'en est un autre député qui n'a pas la langue dans sa poche. Je crois qu'il nous a beaucoup ouvert les yeux sur la corruption et La Banque centrale européenne, oui. Oui, c'est le même stratagème. Donc la France n'a plus le droit d'imprimer des francs. L'Italie n'a plus le droit d'imprimer des lires. C'est fini, ça, ces trucs-là. Donc, on fait quoi? Ben, on attend après la Banque centrale pour voir si elle va nous en donner. Et si on joue le jeu, on en a. Si on joue pas le jeu, ben, on va crever. Et le même sort que la Grèce vit en ce moment va créer un effet domino qui a déjà touché le Portugal, l'Espagne, qui va toucher d'autres pays. Et n'oubliez pas que la France et l'Angleterre, ou le Royaume-Uni, sont en très forte dette, eux aussi. Ils ont de grandes dettes et ils ne sont pas sortis du trou encore. Donc, il faut s'attendre à des mesures d'austérité. On ne dit pas austérité, on parle de mesures, je ne sais pas trop le nom qu'on a utilisé, mais c'est vraiment soft. Hein? Et puis, tout ça, ça veut dire de grosses coupures. Donc, les travailleurs vont devoir travailler plus, pour moins, mais tout ce que vous appelez les services sociaux, c'est-à-dire d'aller à partir du ramassage des ordures, aller jusqu'à, si vous voulez, l'eau, les traitements, les hôpitaux, le système d'éducation, le système routier, tout va écoper. Tout va écoper, il y aura des coupures. Donc vous n'aurez plus de services et ça va vous coûter plus cher pour ne pas en avoir. C'est vraiment un monde d'absurdité et les gens vont devoir et commencent à se réveiller. Mais là, eux travaillent tellement rapidement, tellement vite que nous, comparé à eux, à la vitesse à laquelle nous avançons, c'est à pas de tortue. Cependant, dans la fable, le lièvre et la tortue, c'est quand même la tortue qui a gagné. Donc, il ne faut pas lâcher. Maintenant, oui. Je vois que tu fais... Oui, justement, tu dis, nous allons subir, on va nous faire, etc. Ouais. Alors moi, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Et je suis pas du tout décidé à me laisser faire. Je vais, au contraire, je ne vais pas. J'ai créé récemment un parti que j'ai appelé Nouveaux Citoyens. Et pourquoi? Parce que je pense que reprendre le contrôle de nos pays va passer par ce que un sénateur américain appelle la révolution des serfs, un sénateur nommé Ventura. Et la révolution des serfs va consister, ça va être une révolution des urnes. C'est-à-dire que nous allons reprendre le pouvoir par le bulletin de vote. Nous allons faire élire des gens du peuple, des gens de bonne volonté, des gens honnêtes, pour remplacer toute cette racaille de politiciens qui ne sert qu'à cirer les pompes des mondialisateurs. Et ça, je ne le supporte pas, je le dénonce et je crée donc ce parti Nouveaux Citoyens. Le site n'est pas encore en place, mais vous aurez bientôt des nouvelles. Ouais. Ce sera peut-être l'occasion de faire une émission spéciale là-dessus. Absolument. D'ailleurs, le titre du petit livret, il s'appelle « Un grand projet pour la France » que je tiens en main en ce moment grâce à mon ami Ben qui me l'a fait parvenir. Et qui sera en principe sur le site dès demain. Oui. Donc, il y a un plan là qui est évidemment non seulement le contrôle de la planète, mais aussi un plan d'eugénisme, c'est-à-dire qu'on veut drastiquement diminuer la population de la planète. Et je crois que le pire dans tout ça, ce serait que nous entretuions nous-mêmes, qu'on s'entretue entre nous, et qu'eux n'auraient même pas besoin de tirer une seule balle de fusil, que dans la rage de nos religions, de nos cultures et de toutes les différences qui nous séparent, qu'on n'ait pas pu trouver un seul dénominateur commun en tant que citoyen, ou si vous voulez, villageois. Oui. Tu vois, François-Pierre, on a quand même une très grande chance, une énorme chance. La chance, c'est 2012. En 2012, il va y avoir des élections capitales aux États-Unis, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne,
et encore dans d'autres pays importants du monde. Et moi, je souhaite que les gens prennent conscience et adhèrent à un mouvement nouveau citoyen, qu'on l'appelle comme on veut dans les pays, mais surtout c'est un mouvement qui doit absolument, à tout prix, rejeter tous les partis qui ont exercé le pouvoir depuis une trentaine d'années et qui ont trahi toutes ces démocraties. Il n'y a pas d'autre mot, c'est trahison. En France, c'est le président Pompidou et le ministre des Finances Giscard d'Estaing qui ont interdit en 1973 à la Banque de France d'émettre les billets. Ça a été conforté plus tard par le traité de Lisbonne l'Europe n'a pas eu le droit d'émettre ces billets. Ce sont les banques internationales qui décident de dire à l'Europe, bon, on vous laisse imprimer des billets, mais attention, on met un taux d'intérêt derrière pour vous obliger à payer les intérêts de la monnaie que vous fabriquez. Incroyable. On est en pleine aberration. Ah oui, c'est toujours le même stratagème, c'est la réserve fédérale mondiale, mais ne jamais oublier non plus que le pouvoir des Rothschild est aussi associé à la City de Londres et qu'il n'y a pas seulement que, si vous voulez, les Ashkénazes qui dirigent les banques, mais il y a aussi une élite, une oligarchie britannique qui est très, 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 comment on peut dire, machiavélique, pour ne pas dire diabolique. Oui, mais qui est aux ordres des banques internationales. Ah, c'est sûr, c'est l'argent qui mène le monde, mais l'argent ne nous mène pas. Nous, on est du bétail à leurs yeux. Ah oui, mais alors là, à propos de bétail, je voudrais te citer une déclaration que Menachem Begin, le premier ministre israélien, il y a une vingtaine d'années, a prononcée. Alors évidemment, les Ashkénazes les sionistes essayent de dire « Ah non, mais c'est pas vrai, il a jamais dit ça ». Mais si, ça a été rapporté par un témoin direct, ça a été rapporté par M. Amnon Kapeliuk, qui est quelqu'un d'incontestable. Et voilà comment Begin et les gens qui prétendent vouloir diriger le monde nous traitent. Voilà, je cite, « Notre race est la race maîtresse. Nous sommes des dieux divins sur cette planète. Nous sommes aussi différents des races inférieures qu'ils le sont des insectes. En fait, comparé à notre race, les autres races sont des bêtes et des animaux, et au mieux du bétail. Les autres nous sont considérés comme des excréments humains. » Pas mal, la comparaison. Nous sommes des excréments humains. Oui. Notre destin est de commander aux races inférieures. Notre royaume terrestre sera dirigé par notre leader avec une baguette de fer. Les masses nous lécheront les pieds et nous serviront d'esclaves. Voilà le programme de la mondialisation. Voilà comment ces gens nous considèrent. Eh bien, il est temps de réagir, à mon avis. Et si jamais vous avez envie de fédérer des mouvements citoyens pour reprendre le contrôle de nos démocraties, eh bien, je suis votre homme, je vous guiderai. Je n'ai pas la prétention de devenir président de quoi que ce soit, je ne suis qu'un agitateur d'idées, mais je vous donnerai les bonnes idées pour réussir. Bien, ici, au Québec, on est en train de, justement, le symposium sur les énergies libres et la survie, va commencer à mettre en place, on a déjà commencé, mais je veux dire, ça va être officialisé là, des réseaux où les gens vont se regrouper dans quelques domaines qui se fait. C'est pour ça que je ne veux pas élaborer en ce moment parce qu'on se perdrait là-dedans. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un besoin et les gens doivent se réseauter. Mais là, il y a tellement de réseaux et ces réseaux-là ne se connaissent pas entre eux et la plupart possèdent le même agenda, c'est-à-dire se libérer du marasme. Mais maintenant, on connaît les problèmes. Et les solutions, il y en a. Et d'ailleurs, c'est ça le but de ce symposium-là, c'est on ne parle plus de problèmes. On a assez discuté, il faut agir. Donc, on va présenter des solutions. Mais pour cela, les gens doivent s'impliquer dans leur sort, mais aussi dans celui de leurs êtres chers, hein, que ce soit leurs femmes, leurs enfants, leur famille, des amis précieux. Il y a quelque chose qui me paraît assez extraordinaire, c'est qu'en fait, la prévision de tout ce qui existe actuellement a déjà été écrit dans l'Apocalypse par Saint Jean. Saint Jean dit
Un ordre noir et secret surgira. Sa loi sera de haine et son arme de poison. Il voudra toujours plus d'or et étendra son règne sur la terre. Ses servants seront liés entre eux par un baiser de sang. Les hommes justes et les faibles subiront sa règle. Les puissants se mettront à son service. La seule loi sera celle qu'il dictera dans l'ombre. Il vendra le poison jusque dans les églises, et le monde marchera avec ce scorpion sous son talon. Je trouve ce parti de l'Apocalypse une véritable révélation de ce qui se passe aujourd'hui. Le moindre mot correspond exactement à l'une des saloperies qu'on nous impose. Oui. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça à travers les siècles. C'est juste que là, on le voit plus. Et c'est un miracle que notre conscience ait pu saisir justement tous les secrets et les manipulations visibles et invisibles. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie, qui ont même sacrifié leur vie pour, si vous voulez, que la vérité voie le jour et qu'on puisse enfin dénoncer les mensonges. Lorsque Begin dit cette race, mais de quelle race qu'il parle? Des Ashkénazes. Ils ne parlent pas de la race juive, ils ne sont pas juifs. Je veux dire, c'est une religion, là. Mais Begin, il n'est pas juif, il est ashkénaze. Oui, non, mais tu remarqueras qu'il a l'intelligence de ne pas citer la race juive. Lui, il parle en tant que ashkénaze. Lui, c'est pas un juif. C'est un ashkénaze. Il dit notre race est la race maîtresse, mais il se garde bien de dire la race juive est la race maîtresse. Tu comprends? Absolument, oui. C'est comme Théodore Herzl qui disait nous allons procéder à l'assimilation aux Juifs, comme ça on va bénéficier du courant de pensée que cette race a à travers le monde. Et ça veut bien dire qu'ils ne sont pas juifs, puisqu'ils essayent de s'assimiler à des juifs. Et le plus terrible, tu sais, c'est que en fait le processus n'a pas consisté tout simplement aux sionistes et aux ashkénazes à s'assimiler à des juifs, mais ils ont décidé de physiquement remplacer la vraie race juive. Et on voit la naissance maintenant d'une juiverie internationale, et on ne sait pas trop si elle est juive ou ashkénaze. Il faut faire attention, parce qu'on va se faire traiter d'antisémites, alors que nous ne le sommes pas. Nous essayons de libérer... Non, on ne peut pas se faire traiter d'antisémites. Ils ne sont pas sémites. Les sémites, c'est la lignée de Seth, et eux, c'est la lignée de Japhet, dans les fils de Noé. Donc, ils ont rien de sémite. On ne peut pas être taxé d'antisémitisme. On peut être taxé d'antisionisme, d'anti-ashkénazisme, mais pas d'antisémitisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de, comment on pourrait dire, il y a beaucoup de musulmans qui sont sémites. Ah mais eux les vrais Arabes sont des sémites. Alors là, oui, ils sont de la descendance d'Abraham. Absolument. Donc, ce que ne sont pas du tout les Ashkénazes. Voilà. Je voudrais terminer en citant à nouveau quelqu'un d'important. C'est celui que le fondateur de la dynastie Rothschild avait décidé de mettre à la place de sa société secrète destinée à détruire tous les royaumes d'Europe, Adam Weishaupt, qui a à l'époque édicté les règles qu'il allait utiliser pour réussir à dominer le monde. Alors, en premier, il dit « Nous pratiquerons la corruption monétaire et sexuelle à tous les niveaux des gouvernements. Une fois que ces gens succomberont à nos promesses, à nos mensonges, à nos déceptions et à nos tentations, ils deviendront nos esclaves au moyen de toutes sortes de chantages, de menaces, de ruines financières, d'expositions publiques, de dommages fiscaux, et ceux qui seront tentés de résister seront punis de mort. » Et là, on pourra revenir sur ce sujet plus tard, mais j'ai une liste de personnalités qui ont été assassinées, froidement assassinées à cause de leurs idées. Et exécutées sans même s'en rendre compte, par les moyens les plus naturels et les plus discrets. C'est formidable, des sentences de mort exécutées sans même s'en rendre compte, par des moyens les plus naturels et les plus discrets. Oui.
Oui. En deuxième point, il place: nous chargerons les universités et les facultés de s'occuper du développement des élèves aux facultés intellectuelles exceptionnelles, appartenant à de bonnes familles et les élevant de façon internationale en les formant à l'idée que seul un gouvernement mondial sera capable de mettre fin aux conflits et aux guerres. Ce sont eux qui organisent toutes les guerres depuis 200 ans. D'ailleurs, la veuve du fondateur de la dynastie Rothschild, qui a eu 5 fils Rothschild qui sont partis aux 5 coins de l'Europe fonder chacun sa banque Rothschild et qui finance toutes les parties des guerres qu'on a vues en Europe depuis 200 ans, cette brave femme a dit: mais si mes fils n'avaient pas voulu qu'il y eût de guerre, il n'y en aurait jamais eu. Peut-on avoir meilleur témoin de la saloperie de ces gens? Absolument. Par un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le 4e point de cette stratégie que Weishaupt a mis au point pour le compte du fondateur de la dynastie Rothschild. Il dit: nous prendrons par tous les moyens le contrôle absolu de la presse, seul moyen de promouvoir nos idées et soutenir nos actions. Également indispensable à la promotion de l'idée que seul un gouvernement mondial pourrait résoudre les nombreux problèmes de la société. On est en plein dedans aujourd'hui. On ne peut pas lire un journal qui ne nous dit pas: la mondialisation est inéluctable, on ne peut pas faire autrement, c'est le seul moyen de résoudre tous les problèmes de la Terre. Alors quand on sait que ce sont ceux qui vendent ces idées-là, qui organisent tout le bordel mondial, on ne peut que dans un premier temps rire, mais dans un second essayer de se ressaisir et de lutter contre cette forme de fatalité qui n'en est absolument pas une. Oui, c'est une fatalité qui ne devrait pas faire partie de notre destin si nous nous impliquions dans notre destin. Absolument. Alors c'est le temps. Et je te remercie, Ben. C'est un plaisir. Je sais que ce ne sera pas le dernier entretien que nous aurons, enfin bien, je l'espère. Et j'ai beaucoup d'autres sujets de conversation, hein, si ça t'intéresse. Ah, ça m'intéresse énormément, et puis ça ne sera qu'un plaisir de te recevoir à nouveau sur la presse libre internationale. Soyez digne d'être qui vous êtes en ne vous laissant pas faire. Au moins, si un jour on quitte ce monde, on le quittera avec sa dignité humaine, et ça n'a pas de prix. Alors merci Ben, je te laisse dire un dernier au revoir à nos amis, et puis on se dit à très bientôt. Salut à tous, salut les francs-maçons, salut les petits soldats de la mondialisation. J'ai le plaisir de croiser le fer avec vous si vous en sentez capable. Donc c'est une invitation. À la prochaine et merci à tous d'avoir été présents. Au revoir.